Premier temps, on va refaire un point sur la thématique du webinaire aujourd'hui. Alors, j'imagine que si vous êtes présents, c'est parce que vous êtes tous détenteurs de la solution SAP Business Objects. Vous n'êtes pas sans savoir que le 25 mai prochain, la régulation et la réglementation RGPD commencera en Europe. L'idée aujourd'hui, c'est de faire le point justement sur les différentes sollicitations de la RGPD et de savoir quels sont les impacts sur SAP Business Objects. Alors, je me présente, Sacha Tellier, je suis en charge du développement commercial de la solution 368. Je vais laisser mon collègue se présenter également. Bonjour, donc moi c'est Loïc Novicki, je suis en charge, on va dire, de l'offre avant-vente de nos solutions 368. Et donc avec mon collègue Sacha, on aura le plaisir effectivement de vous apporter peut-être, je l'espère, des éléments d'information sur la RGPD, en tout cas dans le cadre de l'environnement et l'utilisation de Business Object. Et aussi également de vous peut-être donner des réponses aux questions que vous posez sur comment être en compliance sur peut-être certains aspects de cette régulation. D'ailleurs, on va commencer donc tout de suite à rentrer dans le vif du sujet. On va vous proposer de répondre à un petit sondage. Ce sondage est anonyme, bien entendu, donc n'ayez pas peur de répondre franchement aux questions qui seront posées. Il y en aura 4 tout au long de ce webinaire. On partage les informations, les réponses après avec vous derrière, donc ça permet aussi d'échanger et d'alimenter sur le sujet en question. Donc je vais vous diffuser les questions. Je vais vous laisser 10 à 15 secondes pour y répondre et puis derrière on fera un point et on passera à la suite. Alors je vous diffuse ça tout de suite. Voilà. Alors, on vous laisse 10 à 15 secondes pour y répondre. Voilà, excusez-nous, un petit problème de son, donc voilà, c'est parfait. Donc effectivement, 100% de réponses sur le oui, ce qui nous étonne très peu. En effet, la RGPD aujourd'hui, même si ça a été pendant très longtemps assez flou, commence aujourd'hui à prendre son sens. Et donc, je vais revenir sur notre présentation. On peut effectivement constater que dans son utilisation, dans son ensemble, Business Object permet de récolter des informations et de diffuser de l'information très large. Une simple géomap contient de la donnée sensible puisque vous identifiez géographiquement vos individus, des informations sur des revenus, même vos lieux d'achat, des informations auxquelles on n'a pas forcément idée tout de suite, diffusent de l'information dite identifiable, donc à caractère sensible d'un point de vue RGPD. Donc, deuxième sondage tout de suite, puisqu'on va aller un petit peu plus loin maintenant sur le simple fait de est-ce que vous avez ou non, selon vous, de la donnée sensible. On va parler des usages que vous avez avec Business Object sur vos pratiques de diffusion d'informations. Donc, la question est la suivante. Quelles actions suivantes autorisez-vous dans Business Objects? Donc, alors, comme il est spécifié dans la question, vous pouvez répondre à plusieurs réponses. N'hésitez pas à le faire. On vous expliquera après en quoi ces réponses ont aussi un impact sur la réglementation RGPD. Voilà, comme le premier sondage, on vous laisse entre 10 et 15 secondes pour répondre. Et encore une fois, les données seront anonymes. Sont anonymes, hein, bien sûr. On diffuse les réponses avec vous, mais par contre, les informations sont anonymes. Voilà, donc quasiment tout le monde a voté. Je vais fermer le sondage et partager les informations avec vous. Donc voilà un petit peu le retour d'informations qu'on a. Donc on peut constater qu'une grande partie d'entre vous utilise la planification et l'envoi de rapports vers email, ainsi qu'autorise les utilisateurs à faire des exports vers des fichiers locaux.
Cette question n'est pas anodine, bien entendu, puisque dans le cadre de la RGPD, il y a une grosse partie de traçabilité des données personnelles. Et forcément, ces deux premiers points aura une importance toute particulière sur la traçabilité et la sécurisation de vos données. Enfin, à peu près une personne sur deux parmi vous fait également de l'envoi dans les boîtes de réception Business Object, ce qui est en quelque sorte une très bonne pratique puisque ça permet de maximiser la sécurité et la traçabilité des données. Et enfin, accès à vos plateformes depuis un emplacement externe, une personne sur deux aussi. Là, encore une fois, ça va aussi ouvrir des questions sur la sécurité et qui a accès et à partir d'où vos données personnelles sont accédées. Donc, merci pour ces premiers éléments de réponse. On va avancer sur la thématique. Donc, je vais masquer. Voilà, donc on va avancer sur la thématique, mais encore une fois, vos réponses reflètent cette infographie que Business Object peut devenir parfois aussi très complexe à gérer en termes de traçabilité, j'entends, puisque vous avez une multitude de points d'accès entre les postes en entreprise, les smartphones ou même les postes à domicile. Avec le fait que vous pouvez faire de la diffusion sur des fichiers PDF, Excel, vous pouvez imprimer des rapports, vous pouvez partager sur des disques locaux, sur des drives, sur du SharePoint. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle bien entendu de la RGPD, il y a une multitude de points d'accès à contrôler pour être certain que la donnée est bien stockée au bon endroit avec les bons niveaux d'accès. Ok. Donc, avec les deux premiers sondages, on a pu réussir à répondre à certaines questions propres à la RGPD. Seulement, la RGPD, elle ne s'arrête pas à simplement deux questions. Si on s'intéresse réellement à toutes les informations et toutes les obligations prévues à la RGPD, on doit être capable aujourd'hui de répondre à différentes questions concernant les données personnelles. Loïc parlait de traçabilité, on doit être aussi capable d'identifier clairement quelles sont les données personnelles qui peuvent être utilisées, qui les utilise, qu'est-ce qu'elles contiennent, etc. Et ça, une multitude de questions. Aujourd'hui, c'est peut-être des questions sur lesquelles vous êtes capable plus ou moins d'y répondre, et c'est aussi comme ça qu'on va animer notre webinaire, ça va être de comprendre comment sur Business Objects on est capable de répondre à chacune de ces questions. Donc, c'était effectivement un échantillon de questions, les questions qui nous viennent effectivement principalement à l'esprit lorsqu'on parle de l'RGPD. Et donc là, maintenant, on va vous présenter, à partir donc, de solution 368, comment répondre à ces différentes questions, comment les modules que vous avez actuellement à l'écran peuvent venir vous aider dans votre optimisation pour être RGPD compliance. Donc nous, on est la société GBN Smith, on fournit effectivement certains logiciels pour améliorer l'administration de Business Object. Peut-être même que certains parmi vous sont déjà titulaires de certaines de nos solutions. Donc on va effectivement vous expliquer comment utiliser ces outils aussi dans le cadre de la RGPD. Et afin d'y arriver, on a construit donc une infographie qui va reprendre 10 étapes clés selon nous pour justement vous assurer de garantir et de maintenir votre conformité avec la réglementation RGPD. Donc on a 10 étapes, on a essayé effectivement d'être assez fin dans le détail de ces étapes-là, mais l'idée derrière chacune de ces étapes, et on va les voir ensuite derrière, c'est qu'il y a 4 idées communes, enfin 4 grandes idées à ressortir de ces 10 étapes. Voilà. Alors, au niveau des 4 étapes qu'on a pu identifier, donc la première, c'est bien identifier la donnée personnelle et la donnée sensible, comme Loïc le disait, et la marquer. La seconde étape principale, elle est bien d'analyser la donnée sensible. Enfin, exécuter, c'est-à-dire faire en sorte justement que ces données sensibles soient identifiables, tracées. Et enfin, et bien parce que la RGPD, c'est pas simplement une mise en conformité en one shot, si on peut dire. L'idée, c'est vraiment que sur le long terme, on ait la capacité de maintenir et de surveiller le cycle de vie ou le flux des données personnelles. Donc, on va reprendre les 10 étapes qu'on a précédemment pu voir sur la slide juste avant. Et on va effectivement parcourir donc, ces différentes étapes. Donc, encore une fois, vous pouvez vous y retrouver sur certaines de ces étapes. L'idée, c'est voilà, on vous partage cette information, on vous partage nos méthodes. N'hésitez pas, si vous avez des questions, on verra ça à la fin,
de nous solliciter pour y répondre. Donc, on va commencer avec cette étape numéro 1 qui est la sauvegarde. Donc, la sauvegarde, hein, je pense que bon, chacun d'entre vous a déjà eu un outil ou en tout cas une méthode de sauvegarde prédéfinie, sauf que dans le contexte de la RGPD, il faut être vraiment très réactif sur les capacités de sauvegarde et la capacité à sauvegarder un contenu dit unitaire. Beaucoup d'entre vous, je suppose, en tout cas c'est le retour d'expérience que j'ai à travers les différents échanges avec nos clients, utilisent par exemple un système de VM pour remonter les plateformes lorsqu'il y a des incidents. Le souci principal de la VM, c'est si votre VM date de 2 jours par exemple, et que vous remontez effectivement votre image, ou votre VM. Donc, du coup, vous perdez le travail et le bénéfice qui a été fait sur ces 2 derniers jours. Et forcément, c'est pas forcément acceptable, en tout cas d'un point de vue métier et même RGPD, puisque vous pouvez perdre donc des données structurelles, des développements ou autres, mais vous pouvez aussi perdre des modifications qui auraient pu être amenées sur de la donnée personnelle. Donc, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Avec un outil comme 360+, on a la capacité, nous, de faire de la sauvegarde incrémentale et individuelle. Vous avez la possibilité donc de sauvegarder tous vos contenus de façon individuelle et de revenir à une version antérieure sans modifier le cours des autres documents ou de la plateforme en général. Et l'idée, c'est d'avoir un moyen donc rapide, donc en quelques clics, de revenir à un état précédent et donc de se mettre en conformité sur l'aspect précité par l'article 32 de la réglementation RGPD qui dit que vous devez être capable de revenir d'avoir la disponibilité de vos données et de revenir donc à un état, même s'il y a un incident physique ou technique qui intervient sur votre plateforme. Et c'est justement ce que 300 Plus permet de faire, c'est que si demain vous avez un gros crash serveur, vous avez la capacité de revenir à l'état précédent le crash sans avoir de soucis de fichiers corrompus ou autres, puisque tout est sauvegardé de façon unitaire et incrémentale à chaque fois que vous faites des modifications sur votre plateforme. Ensuite, alors la RGPD, comme vous pouvez le lire, demande à ce que nous soyons capables d'identifier et de suivre le flux et les cycles de vie des données personnelles. Le seul problème, c'est qu'on sait ce qu'on doit faire, on ne sait pas comment on doit le faire. Donc effectivement, la RGPD impose quand même pas mal de règles sans forcément définir les moyens d'y arriver. On a regroupé l'étape 2 et l'étape 3 parce que ces 2 étapes-là permettent d'être, entre guillemets, répandues avec un seul et même outil qui s'appelle 360 Unif chez nous. Donc, cibler les données personnelles pour commencer, c'est tout simplement, en l'occurrence, auditer les données, les objets que vous utilisez au sein de vos rapports. Donc, en l'occurrence, on va faire une extraction de tout ce que vous avez dans vos univers vers un fichier Excel, de façon à pouvoir après analyser ce contenu et donc, du coup, identifier tout ce qui est considéré comme une donnée personnelle. Donc là, vous pouvez constater dans le fichier Excel, qui est donc une extraction des univers, qu'on a effectivement au niveau des dimensions, des données personnelles, par exemple, le salaire. Et à partir de là, on va passer à l'étape numéro 3 qui va être marquer les données personnelles. Donner les marqués personnels, c'est tout simplement ajouter des marqueurs dans le champ de description des différents objets, par exemple. Et en l'occurrence, on va pouvoir créer autant de marqueurs que l'on souhaite, on va pouvoir en associer plusieurs, et on va pouvoir créer des marqueurs en fonction de la sensibilité de la donnée, et également en fonction de la durée de vie de la donnée. En l'occurrence, ici, on peut voir dans cet exemple-là qu'on peut avoir donc un marqueur qui s'appellerait GDPR personnel, donc qui relèverait effectivement de la donnée personnelle de chaque individu. On peut avoir dans les marqueurs donc, de couleur bleue des marqueurs par rapport à la durée de vie de la donnée, c'est-à-dire combien de temps nous devons garder à minima ou au maximum ces données dans le système, etc. Donc, vous pouvez vraiment catégoriser toutes les données sensibles. Et on verra derrière, bien entendu, ces marqueurs-là auront un rôle important dans la phase d'analyse. Donc, étape numéro 4, l'analyse justement. Donc ici, l'idée, c'est qu'une fois qu'on a identifié et marqué les différents contenus sensibles, on va pouvoir utiliser l'outil 360 Eyes, qui est notre outil d'audit, pour faire de l'analyse d'impact et traquer tous les usages
de la plateforme. Donc, on va répondre à toutes les questions de nature qui, quoi, pourquoi, quand, où et comment. Et on va même également pouvoir répondre à des problématiques telles que est-ce que c'est utilisé, est-ce que c'est non utilisé, est-ce que c'était nécessaire ou est-ce que c'est superflu d'avoir accès à certaines données sensibles, par exemple. Donc là, sur cette infographie, vous avez 3 graphiques. Le premier à gauche est tout simplement un graphique qui permet de cartographier les données sensibles. Donc, vous pouvez faire une cartographie en spécifiant, en l'occurrence, un marqueur. Donc, vous pouvez sortir la liste de tous les données sensibles qui concernent les données de type personnel. Vous pouvez faire un reporting de toutes les données sensibles qui sont à conserver au moins 5 ans, par exemple. Donc, vous avez la capacité d'auditer ça très rapidement. Ensuite, avec le reporting en haut à droite, vous avez la capacité d'avoir la liste des documents qui utiliseraient un marqueur spécifique. Et enfin, juste en dessous, vous avez la capacité de traquer les usages, c'est-à-dire de dire sur chacun des documents, en l'occurrence, qui a fait quoi dessus. Donc, vous avez le nom, le username, vous avez la date d'action et vous avez le type d'action. Là, en l'occurrence, c'était un view sur les différents rapports associés. Donc, l'outil 360 Eyes, grâce au marquage qui a été fait en amont avec 360 Univ, va vous permettre de répondre à toutes ces questions, à faire toute cette analyse-là pour derrière vous assurer que vous êtes en compliance sur ces données personnelles. Ok. La suite, sur la RGPD, on va demander, alors une fois que toutes ces données sont bien identifiées, qu'on sait exactement qui les utilise, il va falloir s'assurer que ces données restent soit identiques, soit modifiées. L'idée, encore une fois, c'est toujours de tracer, et là, on va tracer l'évolution des données. Par évolution, on va bien parler de cohérence. Alors, les cohérences, elles vont être mesurées, comme il est inscrit sur la présentation, au niveau des rapports, des objets, des univers ou des bases de données. Des bases de données, pardon. Par rapport à ça, Loïc, je te laisse peut-être continuer. Donc là, l'idée, effectivement, c'est de s'assurer donc de la cohérence des données. Donc, on a effectivement 2 niveaux. On va parler de la cohérence soit au niveau des rapports. Si vous avez des modifications à faire sur vos rapports pour vous assurer que vos rapports deviennent GDPR compliance, vous allez pouvoir utiliser l'outil 360 Bind pour mesurer que les modifications apportées par les outils correspondent bien à à l'effet attendu. Et enfin, vous allez aussi pouvoir vérifier avec l'outil 360 Eyes que des modifications, par exemple en termes de permission ou d'accès sur les univers, ont bien été faits. Une modification en soi n'est pas forcément, ou une régression n'est pas forcément en soi mal vue, puisque la RGPD impose à ce que vous preniez en compte les désirs des utilisateurs à modifier de la donnée personnelle dans le cas où la donnée serait incorrecte. Donc, il faut être aussi en mesure de vérifier qu'une demande faite par l'utilisateur a bien été prise en compte et qu'en l'occurrence, l'information s'en trouve bien changée derrière, sans quoi vous n'êtes pas en compliance avec la régulation RGPD. Ok, très bien. Alors, ce point-là, il est important, je pense, parce que on va parler de responsabilité de certains acteurs dans la RGPD. Donc là, sur cette slide-là, on va parler des gestionnaires qui sont en charge de toutes les données personnelles. Alors, quand je parle de gestionnaires, on peut parler des managers business intelligence, des managers des centers of expertise. Tout ce qui entoure la business intelligence vont être considérés comme des gestionnaires de données personnelles pour la RGPD. Alors, à savoir, la responsabilité de ces gestionnaires ne s'arrête malheureusement pas au moment où ils vont cliquer sur le bouton envoyer et que la donnée sera transférée à une autre personne. Non, à partir du moment où la donnée entre dans un environnement, il reste responsable de cette donnée jusqu'à son fin de cycle de vie, si je puis dire. Tout à fait. Et donc là, il est très important effectivement de mettre en place des mesures qui permettent de s'assurer de la traçabilité, mais également de sécuriser les données transférées. Et donc, comment effectivement on peut aider à améliorer ces différents points, notamment avec l'utilisation de l'outil 364, qui est notre outil de publication. En fait, l'idée derrière, c'est effectivement chaque rapport diffusé et qui contient bien entendu de la donnée personnelle doit être diffusé avec certaines précautions. Effectivement, distribuer donc de la donnée personnelle
nécessite une certaine sécurisation. Donc, avec l'outil 364, par exemple, vous allez pouvoir envoyer des documents en PDF ou en format Excel avec des protections par mot de passe. Mettre à jour peut-être également des rapports qui ne sont pas au format BO en les anonymisant, en mettant des métadonnées à la place de données définitives, peut être également aussi une bonne solution lorsqu'on n'a pas la possibilité de mettre un mot de passe sur certaines données. L'utilisation de filigrane pour rendre responsable la personne qui reçoit l'information et l'avertir que le contenu qui vient d'être envoyé est confidentiel et aussi une marge de manœuvre à utiliser. Et enfin, gardez à l'esprit que plus vous restez dans l'environnement Business Object, lorsque vous faites des publications vers des boîtes personnelles par exemple, meilleure sera votre protection et surtout meilleure sera la traçabilité. Il est très facile aussi pour un administrateur de supprimer un contenu qui vient d'être envoyé par inadvertance dans une boîte Business Object que de faire cette même opération lorsque vous avez fait un envoi d'email. Puisque être responsable de la donnée, c'est aussi, quand c'est possible, effacer ce qui vient d'être fait lorsque cette action n'avait pas lieu d'être. Et en l'occurrence, envoyer une information sensible par email alors que cette information ne devait pas être distribuée, voilà, on peut vite se retrouver face à des actions difficilement gérables. Donc, on va passer à l'étape numéro 7, qui est la sécurisation des données personnelles, qui est effectivement un gros pendant de la RGPD également. Mais on va aussi parler, nous, en l'occurrence, se centraliser sur la recertification, puisque, effectivement, mettre en place une sécurité adéquate, c'est le b.a.-ba pour tout administrateur et potentiellement Data DPO, la nouvelle intitulé qui vient avec cette réglementation RGPD. Mais ce qui est intéressant et ce qui est important, c'est d'avoir conscience que la sécurité qui est mise en place aujourd'hui n'est peut-être plus adéquate dans 6 mois. Une personne qui a un accès aujourd'hui et qui ne l'utilise pas, la recertification imposerait que cet accès lui soit supprimé, puisque dans les faits, cet accès n'a pas lieu d'être, puisqu'il n'y a pas d'utilisation sur le contenu sur lequel on lui a ouvert un accès. Et à l'inverse, une personne qui n'a pas accès aujourd'hui à un contenu pourrait très bien y avoir, de façon légitimement, bien entendu, besoin dans quelques mois, dans quelques semaines. Donc, c'est un travail continuel, la recertification et la sécurisation du périmètre Business Object. Et avec l'outil 360 View, vous avez donc la capacité effectivement d'ouvrir des matrices de sécurité qui va vous permettre d'auditer la sécurité sur vos différents utilisateurs et sur leurs usages et de pouvoir mettre en conséquence l'activité de vos utilisateurs et derrière de documenter pour garder une trace et un historique de la sécurité à date, une fois par mois, une fois par trimestre, de façon à être aussi en capacité à répondre à quels étaient vos niveaux de sécurité les mois précédents si jamais vous êtes confronté à répondre à ce genre de problématique. Donc, au niveau de l'étape numéro 8, corriger, ça rejoint un petit peu aussi l'étape numéro 1, puisqu'on va utiliser l'outil 360+. L'étape numéro 1 était bien entendu donc de sauvegarder. L'étape numéro 8, c'est de corriger, c'est-à-dire qu'à partir des sauvegardes incrémentales qu'on va pouvoir faire avec cette solution, on va donc du coup pouvoir très facilement corriger des modifications, faire des retours en arrière sur des versions si elles sont demandées ou si elles sont nécessaires. Et encore une fois, on n'aura pas non plus l'excuse de l'incident technique ou physique pour se couvrir derrière effectivement une lenteur de réaction. Avec l'outil 360+, vous pouvez très facilement et très rapidement, donc on parle d'heures ou sur la journée au grand maximum, restaurer du contenu qui aurait pu être supprimé ou revenir à des versions antérieures si effectivement ces versions ne sont plus correctes ou en adéquation avec les règles de sécurité. Enfin, les 2 dernières étapes dans l'infographie sur les 10 étapes, une fois que tout a été identifié, une fois que tous les éléments ont pu être changés, qu'on sait exactement qui peut avoir accès, qu'on a la capacité de documenter la sécurité, comparer et assurer une cohérence entre les différentes données personnelles,
L'idée maintenant, ça va être réellement de réussir à documenter tout ce qui est en lien avec les données personnelles, de surveiller et surtout d'être alerté en cas de différence. Alors par rapport à ça, est-ce que grâce aux outils 360, on a la possibilité de maintenir cette surveillance, d'être alerté ou même de s'assurer qu'une modification ne peut pas avoir un impact sur des données personnelles? Oui. Donc là, l'idée, effectivement, avec ces deux dernières étapes, c'est encore une fois, hein, la RGPD, c'est un travail continu. C'est pas un travail que l'on fait une fois au 25 mai parce que la réglementation est en marche à partir du 25 mai et puis derrière, voilà, on y regarde plus, on n'y touche plus. C'est quelque chose qui doit être fait pratiquement au quotidien. Et donc, avec les outils, encore une fois, comme 360 Eyes, vous allez pouvoir surveiller, monitorer en quelque sorte tous les changements au travers des différents éléments qu'on a pu marquer avec Unif par exemple. Vous allez pouvoir effectivement aussi avec 360 CAS par exemple être informé et notifié lorsqu'il y a des modifications sur justement les rapports EYES. Vous allez pouvoir utiliser l'outil 360 Bind pour vous assurer que les régressions constatées sont voulues ou en tout cas conformes à la réglementation RGPD. Et donc l'idée derrière tout ça, c'est de se dire, voilà, une fois que vous avez mis tout ça en place et que vous avez mis des actions automatiques pour justement assurer ces contrôles-là, donc l'étape numéro 9, c'est bien entendu le contrôle des données personnelles et conserver effectivement un œil sur ce qui est modifié. Et l'étape numéro 10, c'est en quelque sorte d'avoir l'esprit tranquille, de se dire, voilà, si jamais demain je devais être audité RGPD, j'ai toutes les actions qu'on a précitées juste avant qui témoignent de mon activité et de mon activité et de ma réactivité aussi possible sur tout ce que les utilisateurs peuvent être amenés à demander. L'idée, c'est de dire, voilà, ce que j'ai mis en place, j'ai mis l'outil 360 pour marquer mes objets. J'ai l'outil éventuellement 360 Eyes qui me permet d'avoir un audit rapide de toutes les données sensibles. J'ai l'outil 360 Eyes qui me permet de voir si oui ou non j'ai exécuté les modifications qui ont été demandées suite à des demandes utilisateurs. Voilà, c'est d'être en mesure de prouver qu'il y a effectivement derrière tout ça une démarche volontariste d'être en compliance avec la RGPD et de dire que voilà, il y a un outillage derrière qui permet de répondre. Alors, pas à 100% de l'RGPD, on n'a pas cette prétention-là, mais sur une grosse partie en tout cas et sur l'impact business object à ce que les RGPD attendent de vous en tant qu'organisation à mettre en place. Ok, très bien. Bon, je pense qu'on arrive à terme aussi du webinaire. Comme le disait Loïc, c'est un sujet technique qui est un sujet d'actualité puisqu'il sera à mettre en place à partir du 25 mai prochain. Je vais me permettre de vous poser une dernière question. Loïc va publier le sondage. L'idée, c'est de savoir, grâce à la présentation qu'on a pu vous faire, est-ce que vous considérez que les outils 368 tels qu'ils ont été présentés peuvent vous aider à répondre à la problématique et à la mise en place des différentes régulations RGPD? Comme pour les autres sondages, on va vous laisser entre 10 et 15 secondes pour y répondre, en espérant qu'une large majorité répondra le oui. Oui. Alors, j'en profite pour effectivement répondre à une personne, une question qui a été posée durant ce webinaire. Est-ce qu'une seule licence suffit pour le DPO? En fait, donc les différents modules qu'on propose, effectivement, il y a plusieurs modes de licensing, mais potentiellement, si vous souhaitez effectivement acheter cet outil-là pour une seule personne qui serait le DPO, c'est tout à fait envisageable. Après, est-ce que une personne, le DPO, sera capable de gérer tout ce qu'on a pu voir ensemble, c'est une autre question, mais l'achat d'une seule licence pour le DPO est tout à fait envisageable, bien entendu. Donc je pense qu'on va effectivement clore le sondage, je laisse les dernières personnes répondre et puis on va diffuser les réponses. Voilà, donc je vais arrêter le sondage, je vais partager avec vous les réponses. Donc 58%
pense qu'effectivement nos solutions peuvent aider dans le cadre du projet RGPD. Donc, je vous remercie effectivement. C'est que on n'a pas été trop mauvais sur la présentation de nos outils. 36% néanmoins ont un doute ou ne savent pas, ce qui est aussi un peu normal. Hein. Sur 30 minutes, c'est assez complexe de tout balayer et d'être très précis et aller dans le détail de chacun des modules. Si vous avez des questions, en tout cas, je vous invite très fortement à nous recontacter pour qu'on puisse éventuellement vous faire une démonstration personnalisée ou parler de use cases qui sont les vôtres et qui vous concernent plus urgemment dans l'immédiat. Et puis bon, pour les personnes qui ne pensent pas que nos solutions puissent être utiles, écoutez, hein, je vous laisse effectivement trouver d'autres moyens d'y arriver, mais sachez en tout cas que beaucoup de clients nous ont fait confiance jusqu'à aujourd'hui. Et si jamais vous changez d'avis, bien entendu, n'hésitez pas. On a énormément de contenu sur notre site internet. Peut-être que ça sera plus parlant que ce qu'on a pu vous montrer aujourd'hui. En tout cas, on ne vous en veut pas à ces 6%. Alors, je me permets de prendre quelques instants pour lire éventuellement les autres questions. N'hésitez pas à utiliser donc la barre de chat hein, si vous avez des questions. Est-ce que GB Smith qui mettront à disposition les rapports que vous avez présentés pour suivre le RGPD? Alors, si vous parlez des rapports qu'on a diffusés, notamment des rapports de 360 eyes, effectivement, ces rapports seront à disposition. Comment sont utilisés les marqueurs? Les marqueurs sont initialisés en fait grâce à l'outil 360 Univ. C'est un petit client lourd que vous installez. Vous allez utiliser ce client lourd pour faire un export de vos univers vers du format Excel. Ce format Excel, après, vous le travaillez hein, avec les personnes qui ont l'information sur oui ou non, est-ce que c'est une donnée sensible, quel est le cycle de vie, etc. Donc, vous allez mettre à jour les cellules, en fait, tout simplement. Et après, avec le client lourd, vous allez réimporter le fichier Excel et automatiquement, vos univers seront mis à jour, les objets d'univers seront mis à jour avec ces marqueurs dans le champ de description. Donc, c'est très facile à mettre en place. Est-ce que vous pourrez avoir la présentation? Oui, bien sûr. Normalement, la présentation, vous pouvez la télécharger dans les documents à distribuer. Vous avez une petite section qui vous permet de télécharger les PDF. En l'occurrence, vous avez la présentation qui a été faite aujourd'hui. Si jamais vous avez des difficultés à les récupérer, n'hésitez pas à nous envoyer un email. On vous les fera parvenir de façon individuelle. Mais normalement, vous avez tout le paquet disponible en téléchargement. Sinon, demain, vous devriez recevoir un mail aux alentours de 11 heures, qui sera un mail automatique qui vous enverra un lien vers l'enregistrement de la session d'aujourd'hui. Alors, dernière question, là, je vois. Si jamais vous avez effectivement déjà l'outil, par exemple, 360 Eyes et que vous souhaitez effectivement avoir à disposition ces rapports, la seule chose à faire, c'est tout simplement mettre à jour votre outil. En mettant à jour, vous allez réimporter donc les différents contenus et dans ces contenus-là, vous aurez les nouveaux rapports. Voilà, pareil, la question qui vient de m'arriver répond reprend ce que je viens d'expliquer. Si vous mettez à jour votre outil 360 Eyes, vous allez récupérer automatiquement tous les nouveaux rapports liés donc vous verrez, hein, ça s'appelle GRC, mais vous allez avoir tous les rapports liés à la RGPD. Je me permets de faire aussi une parenthèse pour les participants qui détiennent aujourd'hui certains des outils qu'on a pu vous présenter, tels que 360 Eyes. Loïc vous recommande de mettre à jour la solution. N'hésitez surtout pas, si vous rencontrez des quelconques difficultés, à solliciter votre interlocuteur commercial avant-vente ou directement le site support. Alors l'outil 360 Univ, en fait, c'est sur notre site support. On a un site support qui permet de télécharger tous nos modules. Si vous êtes intéressé par cet outil-là, vous pouvez nous envoyer ou nous envoyer un mail ou nous contacter directement et effectivement, on vous mettra à disposition cet outil-là. On va encore effectivement laisser ce webinaire pendant 1 minute, le temps de recueillir les dernières questions. Et puis, ce sur quoi je pense que… On peut avancer éventuellement sur les dernières slides. Ouais. Donc, effectivement, pourquoi utiliser nos solutions? Parce qu'on a plus de 10 ans d'expérience maintenant sur l'administration de façon générale, pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, effectivement, nos outils répondent très bien à oui, effectivement, je pense que vous voyez toujours mon sondage.
L'outil fait des siennes. Voilà. Donc, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que voilà, on est maintenant un acteur assez majeur sur le marché Business Object, en tout cas des add-ons Business Object pour tout ce qui est administration. On a gagné plusieurs prix. On a des outils qui ont été certifiés et qui le seront bientôt à nouveau par SAP. On est partenaire technologique SAP, ce qui fait que nos solutions fonctionnent depuis les versions XIR2 et on mettra à jour à chaque fois nos modules, à chaque fois que BO mettra, enfin SAP en l'occurrence mettra une nouvelle version. Donc voilà, on est vraiment un outil sur lequel vous pouvez vous baser, on va vous épauler sur vos questions d'administration, donc sur les migrations, sur la RGPD, sur l'analyse d'impact. Tous ces éléments-là, on les connaît et on les adresse plutôt bien. Donc, si vous avez des questions en dehors de la RGPD, n'hésitez pas également à nous solliciter. On a énormément de contenu, on a des white papers qui peuvent également vous être fournis pour vous montrer un peu tout ce qu'on est capable de faire avec nos solutions. Alors, je vais reprendre la liste des questions. Alors, je me permets d'intervenir sur un retour qu'on a pu avoir sur la barre de chat. Je remercie notre participant qui félicite la qualité des produits et la réactivité du site support. Alors, j'ai une question ici. Est-ce qu'on peut éventuellement taguer à partir de l'IDT directement? Oui, bien sûr. Mais forcément, tout le monde n'a pas accès à l'IDT. Il faut avoir une licence spéciale. Forcément, on ne peut pas accéder à l'IDT avec une concurrente license, par exemple. Donc, il y a effectivement plein d'éléments qui limitent l'accès, mais tout à fait, c'est possible. Autre question ici. Par rapport à l'outil 360 Bind, comment on va pouvoir l'utiliser dans le cadre de la RGPD? C'est tout simplement dans les tests de non-régression. L'idée, c'est que vous pouvez avoir soit des modifications à apporter au rapport pour être en compliance en termes d'affichage ou autre. Donc, vous allez pouvoir vérifier ce genre d'éléments-là. Et puis, vous allez aussi pouvoir vérifier que lorsque vous faites une modification d'un document, bah, les données derrière ne sont pas modifiées par cette modification. C'est un peu du contrôle de régression comme vous le feriez dans le cadre d'une migration. Si on peut être intéressé par le fait qu'il n'y a pas de modification sur la donnée, bien qu'on ait fait un travail de fond sur le document, on a peut-être supprimé certains onglets, on a peut-être modifié ou anonymisé des données, mais pour autant, certains éléments doivent rester identiques. Donc, on va pouvoir l'utiliser dans ce sens-là. Et c'est vrai que dans le cadre de la régression, on utilise également 360 Eyes qui va pouvoir nous dire la même chose d'un point de vue métadonnées sur la sécurité au niveau des univers en l'occurrence. Je pense qu'on a fait le tour des questions. A-t-on la possibilité avec 368 de proposer une protection de la donnée au niveau ligne et pas au niveau objet colonne? Alors effectivement, avec l'outil 360 View, vous avez la capacité de faire de la gestion et de la mise à jour en masse de vos restrictions. Donc ça, c'est une possibilité. Donc si vous avez des besoins particuliers, je vous invite à nous contacter. On pourra en discuter un peu plus en détail, mais c'est également possible avec l'outil 360 View. Bon, je pense qu'effectivement, il y a eu beaucoup de questions. On n'aura pas le temps de tous les voir en revue. Je vous remercie en tout cas pour votre activité sur cette phase de Q&A. On va simplement effectivement finir sur la liste des prochains webinars qui auront lieu donc à la fin du mois. Donc là, c'est un webinar qu'on a effectivement avec SAP, donc qui aura lieu en anglais sur effectivement plus la visualisation dans Web Intelligence. Et après, d'un point de vue plus personnel, on aura deux webinars, donc un en juin, le 13, et un en juillet, sur premièrement donc tout ce qui est dimensionnement et test de performance dans Business Object, donc tout ce qui est lié plutôt, on va dire, à la configuration notamment aussi de vos serveurs et puis comment déceler des performances pas optimum de vos serveurs. Et enfin, donc sur le mois de juillet, ça sera lié sur le versioning
avec Business Object. Notamment, on va mettre en lumière notre outil 360 qui permet effectivement de faire un travail collaboratif et une gestion et un contrôle du versionning bien plus accru que ce que Business Object permet de faire dans sa version native. Donc voilà pour les prochains webinars. Donc n'hésitez pas à vous y inscrire si ces sujets vous intéressent. On va finir avec notre communauté. Webby4Me, on a une communauté assez active. En tout cas, on essaye de rendre ça le plus actif possible sur l'utilisation de Webby. Si vous avez des questions, si vous voulez faire partager vos astuces, n'hésitez pas à rejoindre notre communauté, donc sur Twitter et LinkedIn notamment. Vous avez effectivement des professionnels et des experts de Webby qui pourront peut-être vous renseigner, et puis vous pouvez échanger vos bonnes pratiques avec les différents usagers de Web Intelligence. On va terminer avec un dernier sondage, juste pour préparer les futurs webinars si vous avez encore quelques instants. Donc, voilà, donc question très simple. Est-ce que vous utilisez d'autres outils BI en plus que Business Object? Donc voilà, gardez à l'esprit que, encore une fois, ces données sont anonymes. Cela ne va pas se retrouver ailleurs. Et puis à la fin, pareil, on va partager un petit peu les réponses pour que vous ayez une idée des solutions les plus partagées en ce moment. Et sur ce, ça sera la fin de notre webinaire. Donc je vous remercie d'avance pour votre présence et votre participation. Et puis j'espère avoir l'honneur de vous revoir sur un prochain webinaire en compagnie de mon collègue Sacha. Ouais, je vous remercie également pour votre participation et j'espère qu'on aura l'occasion d'échanger par téléphone ou en face à face au sujet de la RGPD, peut-être répondre à des questions ou des problématiques auxquelles on serait peut-être passé à côté et auxquelles nos outils peuvent largement répondre. Voilà, je vous remercie. Voilà, donc on va clôturer. Je vais partager avec vous les résultats. Donc apparemment, clic à la primeur parmi les participants. Plus de la moitié ont du clic à côté de Business Object. Power BI juste derrière avec Tableau et SAS. Et puis effectivement 17% sur d'autres technologies. Donc on peut dire que à part Click qui domine, voilà. Donc ces éléments-là, bien entendu, on les partagera pas, on les garde de notre côté. Ça permet aussi de réfléchir sur des thématiques sur les prochains webinaires qu'on mettra en avant. Donc, je vous remercie encore pour votre présence. Et puis n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de questions supplémentaires ou d'informations ou de contenu, ou si vous voulez effectivement évaluer l'une des solutions présentées lors de ce webinaire. Merci encore et à très bientôt. Merci Loïc, merci à vous. Au revoir. Sacha, au revoir.